On dirait un paradis tropical. Pourtant, aujourd'hui, presque personne n'est autorisé à le visiter. Au fin fond du Pacifique, à 1000 milles au sud d'Hawaï, se trouve l'un des territoires les plus restreints des États-Unis, l'atoll Palmyra. Pendant des décennies, il a alimenté de folles spéculations, des rumeurs de trésors de pirates, de complots militaires ou d'une malédiction qui rend les visiteurs fous. Mais la raison de cet isolement strict n'est pas des secrets militaires ou des fantômes. C'est à cause de la biosécurité. Cette île est une capsule temporelle vivante, l'un des derniers écosystèmes de récifs coralliens vierges sur Terre. Les règles ici sont strictes parce que les humains sont dangereux. Une seule bactérie introduite, une graine égarée sur une chaussure ou un seul rat envahissant pourrait faire s'effondrer tout le réseau trophique. Pour protéger ce trésor biologique, l'île est pratiquement bouclée. Cependant, le caractère unique de Palmyra va au-delà de la biologie. Elle possède une histoire juridique bizarre où une seule famille a tenu tête au gouvernement des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les preuves. Une famille privée, les Fullard-Leo, avait acheté tout l'atoll légalement en 1922. Quand Washington a tenté d'affirmer un contrôle total sur l'atoll, le revendiquant comme terre publique et territoire stratégique, les Fullard-Leo ont dit « Non, il nous appartient ». La plupart des gens auraient reculé face à une superpuissance. Les Fullard-Leo ne l'ont pas fait, et ils ont poursuivi les États-Unis d'Amérique. La bataille juridique fut longue et épuisante, atteignant finalement le plus haut niveau, la Cour suprême des États-Unis. Dans un arrêt historique de 1947, la Cour a rendu un verdict stupéfiant. Ils ont tranché contre le gouvernement en faveur de la famille. Les Fullard-Leo ont été déclarés propriétaires légitimes de ce territoire américain. C'est l'une des rares fois où des citoyens privés ont revendiqué avec succès la souveraineté sur une terre contre le gouvernement fédéral. Alors, qu'a fait la famille de son royaume privé? Ils n'ont pas construit d'hôtel ou de casino. En l'an 2000, la famille a fait un choix délibéré et a vendu l'atoll à Nature Conservancy pour environ 30 millions de dollars, garantissant qu'il ne serait jamais développé. Aujourd'hui, l'île est gérée comme une station de recherche stricte. Elle reste vide, non pas parce qu'on l'a oubliée, mais parce qu'une famille privée s'est battue contre le gouvernement pour qu'il en soit ainsi. L'isolement est intentionnel. Palmyra est fermée au public pour pouvoir rester ouvert à la nature. Un vestige d'une ancienne plaque tectonique est en mouvement sous l'Amérique du Nord, juste sous la partie sud de la zone de subduction de Cascadia. Ce n'est pas un simple débris inoffensif, c'est une vraie dalle de roche qui n'a jamais complètement disparu. Et comme elle continue de glisser là-dessous, elle pourrait ajouter une toute nouvelle couche de stress à une région déjà connue pour ses séismes dévastateurs. Tout a commencé avec des signaux étranges dans les données sismiques. C'est en quelque sorte la radiographie de la Terre. Les scientifiques envoient des ondes dans le sol et observent comment elles rebondissent. Ces ondes se comportaient bizarrement sous l'océan Pacifique, au large de la côte ouest des États-Unis. Au lieu de schémas lisses et prévisibles, les chercheurs ont repéré un bloc géant et cohérent en profondeur sous le fond marin qui bougeait différemment de tout ce qui l'entourait. Ça ne ressemblait pas à un glissement de terrain, ni à des débris épars, et ça ne se comportait pas comme une croûte océanique normale. C'est là que quelqu'un a osé poser la question à voix haute. Et si c'était quelque chose de bien plus ancien et bien plus grand que ce qu'on pensait? Certains chercheurs se sont sérieusement demandé s'il pouvait s'agir d'un vestige de continent perdu. Peut-être un fragment oublié de la Pangée, le supercontinent qui réunissait autrefois presque toutes les terres émergées. Techniquement, ce n'est pas totalement impossible. Les continents se brisent, s'enfoncent, s'étirent et disparaissent sur des millions d'années. Ce fragment était énorme, solide et de forme étrange, ce qui le rendait difficile à classer. Il ne rentrait dans aucune des catégories habituelles utilisées par les scientifiques pour expliquer les structures sous-marines. Puis est venue la lente et rigoureuse vérification. Les scientifiques ont rassemblé plus de données, de meilleurs modèles et des analyses plus poussées. Ils ont mesuré l'âge de la roche, étudié comment les ondes sismiques s'y propageaient et comparé son mouvement au déplacement de plaques connues. C'est là que tout a basculé. Ce n'était pas du tout un continent perdu. C'était quelque chose de tout aussi spectaculaire, mais bien plus dangereux. Un énorme fragment résiduel d'une ancienne plaque tectonique. Ce fragment s'est révélé être un survivant de la plaque Farallon. Cette plaque ancienne dominait autrefois le Pacifique, mais a été en grande partie engloutie en glissant sous l'Amérique du Nord il y a des millions d'années. La majeure partie a disparu dans le manteau terrestre,
Mais tout ne s'est pas passé en douceur. Ce morceau a survécu comme une écharde qui n'a jamais complètement sombré. Les chercheurs l'ont baptisé le fragment Pioneer. Et le nom est bien choisi, car il explore un territoire dont on ignorait même l'existence. Et ce fragment ne dérive pas tranquillement sans danger. Il se déplace horizontalement sous l'Amérique du Nord, ce qui est à la fois étrange et dangereux en termes géologiques. Normalement, les plaques entrent en collision ou glissent les unes contre les autres de manière prévisible. Ce fragment se comporte comme une clé à molette coincée dans une machine déjà soumise à une pression extrême. La côte ouest repose déjà sur des failles qui accumulent le stress, comme des élastiques tendus à l'extrême. Ajoutez une gigantesque dalle rocheuse en mouvement en dessous, et soudain, le système devient plus difficile à prévoir, plus difficile à modéliser, et beaucoup plus difficile à vivre sereinement. La région où se cache ce fragment effraie déjà les géologues. Il y a la faille de San Andreas, célèbre pour rompre sans prévenir. Il y a la zone de subduction de Cascadia, capable de produire des séismes si puissants qu'ils redéciment les côtes. Aujourd'hui, les scientifiques réalisent qu'il y a un acteur caché sous le fond de l'océan. Quelque chose que les satellites ne voient pas et que les scientifiques ne peuvent pas observer directement. Ce fragment ne suit pas de règles simples et prévisibles. Imaginez empiler des dominos sur une table qui tremble déjà. Ils bougent lentement. Mais en géologie, un mouvement lent reste une force imparable. Et quand toute cette énergie accumulée sera enfin libérée, elle se moquera bien des plans d'évacuation et des normes de construction. Il y a aussi un problème de timing dont personne n'aime parler. Les processus géologiques ne suivent pas les horloges humaines. Le stress peut s'accumuler pendant des siècles et se relâcher en quelques secondes. Le fragment Pioneer pourrait déclencher quelque chose demain ou rester silencieux jusqu'à ce que des générations entières l'aient oublié. Cette incertitude rend la planification terriblement difficile. Des villes comme Los Angeles, San Francisco et Seattle se préparent déjà aux menaces sismiques connues. Désormais, les scientifiques doivent prendre en compte un système capable d'amplifier les catastrophes d'une façon que personne n'a jamais anticipée. Alors, les scientifiques se lancent dans une course pour mettre à jour leur modèle, améliorer l'imagerie sismique et comprendre comment ce fragment interagit avec les failles voisines. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher les séismes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réduire les surprises. Et une chose est claire, parfois, les menaces les plus dangereuses ne viennent pas de l'espace, mais glissent silencieusement sous la mer. Une autre découverte récente d'une masse terrestre ancienne était bien moins spectaculaire, mais extrêmement importante pour la science. Tout a commencé par une opération de dragage de sable au large de l'Indonésie. Puis, les archéologues ont trouvé plus de 6000 fragments fossiles provenant d'une masse terrestre submergée datant de l'ère glaciaire. Parmi eux, des restes d'Homo erectus vieux de 140 000 ans. Cette seule découverte a obligé les scientifiques à repenser la façon dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que la population d'Homo erectus à Java vivait coupée du reste du monde. Mais ces fossiles dragués ont prouvé que Java n'était pas une île. Elle se trouvait en plein milieu d'une immense masse terrestre glaciaire appelée Sundaland. L'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam étaient tous reliés en un seul paysage gigantesque. Ce que nous appelons aujourd'hui des îles, comme Java, Sumatra, Bornéo et Bali, étaient reliés par d'immenses réseaux fluviaux qui rivalisaient probablement avec l'Amazone. Des forêts denses s'étendaient à perte de vue. Des animaux géants y circulaient librement, et de vastes plaines côtières existaient là où les vagues de l'océan se trouvent aujourd'hui. Et Homo erectus n'y a pas seulement survécu, il y a prospéré. Et non, ce n'était pas un désert de neige, contrairement à l'image qu'on se fait généralement de l'ère glaciaire. Le niveau des mers a chuté de plus de 120 mètres, car une énorme quantité d'eau était piégée dans les glaciers. Quand c'est arrivé, d'immenses portions du fond marin ont émergé à la surface, comme des pierres de guet naturelles. Les premiers humains n'avaient pas besoin de bateaux. Ils pouvaient littéralement marcher depuis l'Asie du Sud-Est continentale jusqu'à des endroits qu'on considère aujourd'hui comme des îles isolées. Ils se déplaçaient en pistant des animaux, en explorant des terres ouvertes et en suivant les sources de nourriture. Ça fonctionnait comme un gigantesque réseau routier préhistorique. Quand l'ère glaciaire a pris fin, les glaciers ont fondu comme des glaces oubliées sur un trottoir en plein soleil. Le niveau des mers a monté, lentement d'abord, puis rapidement. Les fleuves ont débordé. Les côtes ont disparu. Des paysages humains entiers ont sombré sous les vagues. Sur des milliers d'années, Sundaland s'est noyé. Et les peuples qui y vivaient ont dû s'adapter ou gagner les hauteurs. Aujourd'hui, les archéologues reconstituent ce monde perdu, os par os, artefact par artefact. Chaque nouvelle découverte, extraite du fond marin, nous rapproche d'une réécriture de l'histoire des premières migrations humaines.
Étudier les masses terrestres submergées et les continents perdus est un travail qui prend des années. En 2017, des scientifiques ont fait une annonce qui a bouleversé cette vérité universelle, selon laquelle il y a 7 continents sur Terre. La découverte de Zelandia. L'histoire de Zelandia remonte directement au Gondwana, l'ancien supercontinent qui a commencé à se fragmenter il y a des centaines de millions d'années. Il y a environ 80 millions d'années, Zelandia s'en est détaché. Mais alors que l'Australie est restée en surface et que l'Antarctique a globalement tenu bon, Zelandia a lentement sombré. Seule une petite partie est restée au-dessus du niveau de la mer, même si de nombreux géologues estiment qu'il mérite toujours le statut de continent à part entière. Ce petit bout visible aujourd'hui, c'est essentiellement la Nouvelle-Zélande, ainsi que quelques îles voisines qui appartenaient aussi à Zelandia. Fin 2025, les scientifiques avaient achevé la cartographie des 2 tiers nord, couvrant près de 5 millions de kilomètres carrés de terre submergée. Les chercheurs ont dragué des échantillons de roches depuis la ride de Fairway jusqu'à la mer de Corail. Ils ont remonté toutes sortes de matériaux, du grès à galets et à gravier, du grès à grains fins, de la roche argileuse, du calcaire bioclastique et même de la lave basaltique. Et ces roches provenaient de périodes radicalement différentes. En recoupant toutes ces données, les chercheurs ont fait une découverte majeure. L'étirement interne de Zelandia et de l'Antarctique occidental a aminci et fracturé la croûte d'une manière similaire à la subduction. Ces fractures ont laissé l'eau de mer s'engouffrer et contribué à former la mer de Tasman. Quelques millions d'années plus tard, l'Antarctique a continué à s'éloigner, étirant encore davantage la croûte de Zelandia jusqu'à ce qu'elle devienne si fine que l'engloutissement est devenu inévitable. Cela remet directement en question l'ancienne théorie selon laquelle Zelandia se serait fragmentée principalement par un mouvement de décrochement latéral. L'équipe pense aussi que la direction de cet étirement a pivoté de près de 65 degrés, ce qui a probablement contribué à amincir la croûte continentale bien plus que prévu. Quelque chose d'énorme se cache juste sous Hawaï, plus profond que n'importe quel forage ne pourra jamais atteindre. Cette étrange bulle souterraine, à près de 2900 km de profondeur, nous révèle des détails inédits sur la formation des îles et pourrait provoquer une éruption qui affectera des milliers de vies. Les scientifiques appellent ces formations étranges des zones à ultra basse vitesse. Quand des séismes se produisent, ils envoient des vibrations à travers la planète, qui traversent rapidement la plupart des roches, mais ralentissent considérablement en passant par certaines couches profondes. Ce ralentissement indique aux géologues que quelque chose d'inhabituel se trouve là. La masse géante sous Hawaï appartient à la plus grande catégorie de ces structures. Une mégazone à ultra basse vitesse. Un énorme amas de matière situé pile à la frontière entre le manteau terrestre et son noyau. Pour découvrir à quoi ressemble vraiment ce monstre, les scientifiques ont suivi 2 types différents d'ondes sismiques. Le premier type, les ondes de pression, compriment la roche comme un ressort qu'on écrase. L'autre type, les ondes de cisaillement, fait osciller la roche de haut en bas, comme quand on secoue une corde. En combinant les 2 signaux, les chercheurs ont pu dresser un portrait bien plus précis de ce qui se trouve dans les profondeurs sous Hawaï. Les scientifiques pensaient que cette masse était molle et partiellement fondue, comme de la lave épaisse remontant vers la surface. Mais ces nouvelles données sismiques ont montré que la masse n'est pas visqueuse du tout. C'est surtout de la roche solide, dense, lourde et gorgée de fer. Cette découverte aide à expliquer un vrai mystère qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. La plupart des volcans se forment le long des bords des plaques tectoniques, mais Hawaï ne se situe nulle part près de ses frontières. L'archipel flotte en plein milieu de la plaque pacifique, et pourtant, les îles se sont formées à partir de certains des volcans les plus actifs de la planète. On expliquait ça par un point chaud, une colonne de chaleur remontant des profondeurs de la Terre, comme un chalumeau fondant lentement son chemin vers le haut. Mais il s'avère que cette masse géante, riche en fer, ancre le panache de chaleur en place, comme la base d'une lampe à lave qui maintient le flux régulier pendant des millions d'années. Le matériau dont la structure est composée pourrait même être un vestige d'un océan magmatique basal. Une gigantesque couche de roches en fusion qui aurait existé au cœur de la Terre lors de sa formation. Quand cet ancien océan s'est refroidi et cristallisé, les éléments lourds comme le fer ont coulé vers le bas et ont créé des poches denses. Et la masse sous Hawaï pourrait être l'un de ces survivants. Or, des structures comme celle-ci ne restent pas sagement en place pour toujours.
La chaleur circule en permanence dans le manteau terrestre. Et quand ces flux changent, ils peuvent tirer sur les structures profondes, rediriger la chaleur et parfois les déstabiliser. Si le système sous Hawaï venait à changer de manière significative, il pourrait intensifier l'activité volcanique en surface. On observe déjà des signes de cette énergie agitée. Hawaï connaît des milliers de séismes chaque année. La plupart sont minuscules, si faibles que seuls des instruments sensibles les détectent. En moyenne, Hawaï enregistre environ 100 séismes de magnitude 3 par an. Ceux-là sont assez forts pour être ressentis par la population. Environ 10 séismes atteignent la magnitude 4 chaque année. Et à peu près un séisme de magnitude 5 secoue les îles tous les ans. Les événements plus importants sont plus rares, mais ils se produisent quand même. L'essentiel de cette activité se concentre autour de la Grande Île, qui compte plusieurs volcans. Début mars 2026, le Kilauea a projeté des fontaines de lave à près de 400 mètres dans les airs. Des jets rouges vifs de roches en fusion ont jailli vers le ciel, et des cendres et des fragments volcaniques se sont abattus sur les zones alentours. Les autorités ont temporairement fermé des parties du parc national des volcans d'Hawaï et des sections de la Highway 11, car les retombées de débris créaient des conditions dangereuses. L'éruption n'a pas directement menacé les habitations, mais elle a quand même causé de vrais problèmes. Des cendres se sont répandues sur les communautés voisines et de minuscules fragments de roches ont recouvert les routes et les toits. Toute cette activité est liée au même moteur profond. Le point chaud ancré par cette énorme masse riche en fer à près de 2900 km sous les îles. Maintenant, voyageons vers le nord, où quelque chose d'assez effrayant se cache sous le bord ouest de l'Amérique du Nord. Quelque chose capable de remodeler tout le littoral. Les scientifiques pensent que deux grandes failles sismiques, la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, ne coexistent pas simplement côte à côte, mais pourraient s'influencer mutuellement et agir comme des dominos géants. Cascadia s'étend le long du nord-ouest Pacifique, et la faille de San Andreas traverse la Californie. Les scientifiques ont trouvé des preuves de cette interaction possible au fond de l'océan. Ils ont extrait de longs cylindres de boue et de sédiments. Et ces carottes sont comme des livres d'histoire géologique qui conservent les couches de débris d'anciens séismes. Dans ces couches, les chercheurs ont observé que des paires de dépôts sismiques se superposent presque. Les géologues les appellent des doublés. Deux séismes massifs se sont produits si rapprochés dans le temps que l'océan a à peine eu le temps de se stabiliser entre les deux. Et cette découverte pointe directement vers l'une des zones tectoniques les plus chaotiques de la planète, la jonction triple de Mendocino. C'est là que trois plaques tectoniques entrent en collision et grincent les unes contre les autres, comme des engrenages tordus dans une machine. C'est aussi l'endroit exact où la faille de San Andreas rencontre la zone de subduction de Cascadia. Or, quand une faille se rompt, elle envoie des ondes de contrainte à travers la croûte. Cette contrainte peut déstabiliser la faille voisine et la pousser vers la rupture à son tour. Un méga-séisme de Cascadia, à lui seul, pourrait atteindre une magnitude 9 ou plus. Ce type de séisme pourrait ouvrir 600 à 700 milles de fond marin et envoyer un tsunami massif foncer vers la côte pacifique. Et si Cascadia se rompt en premier, le transfert de contraintes pourrait déclencher la faille de San Andreas peu après. Dans le pire des cas, les habitants de Californie pourraient ressentir un énorme séisme, voir les bâtiments osciller et les autoroutes se briser, puis subir une seconde catastrophe quelques minutes plus tard. Et la séquence inverse pourrait aussi se produire. La faille de San Andreas pourrait céder en premier, redistribuer la pression dans la croûte et pousser Cascadia à la rupture. Dans ce cas, les habitants de la zone touchée pourraient survivre au premier séisme, puis voir l'océan se retirer soudainement du rivage. Et c'est le signal glaçant qu'un tsunami pourrait arriver dans environ 20 minutes. Les scientifiques savent, grâce à l'analyse des sédiments, que cette séquence s'est déjà produite. Il y a eu au moins 10 séismes jumelés au cours des 3100 dernières années. Le plus effrayant, c'est qu'un nouveau séisme majeur n'est pas une question de si, mais strictement de quand. Maintenant, traversons l'Atlantique jusqu'au sud de l'Italie. Juste à l'ouest de Naples, se trouve un système volcanique massif, appelé la caldeira dei Campi Flegrei. Ça signifie quelque chose comme « champ brûlant », et ce nom a été bien mérité. Il y a environ 109 000 ans,
Une énorme éruption a projeté des cendres et des roches à travers toute la région. Elle a évacué plus de 150 km3 de magma sous la surface. C'est un volume proche de celui de la massive éruption qui a formé la caldeira des Campi Flegrei il y a environ 40 000 ans. Cette éruption antérieure a creusé un cratère d'environ 15 km de large et dispersé des cendres volcaniques sur d'immenses parties de l'Europe. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes vivent directement à l'intérieur de cet ancien cratère. Le sol y est incroyablement fertile parce que les cultures poussent sur des cendres volcaniques décomposées depuis des siècles. Mais la même géologie qui rend ces terres fertiles dissimule aussi une énergie colossale sous la surface. Des chercheurs ont récemment étudié d'anciennes couches rocheuses préservées dans les montagnes et les forages profonds de la région. C'est ainsi qu'ils ont découvert que les Campi Flegrei produisent peut-être des éruptions géantes plus souvent que les scientifiques ne le pensaient. Cela ne signifie pas qu'une éruption catastrophique est imminente, mais cela change la façon dont les chercheurs perçoivent le danger à long terme. Quand ces éruptions se produisent, elles ne se comportent pas comme des coulées de lave ordinaires. Elles génèrent des flux pyroclastiques, des avalanches de gaz brûlants, de cendres et de roches qui dévalent le sol à la vitesse d'une autoroute. Certains dépôts anciens de cette éruption, datant de plus de 100 000 ans, atteignent près de 2 mètres d'épaisseur par endroit, ce qui prouve à quel point l'explosion fut violente. Quand on relie toutes ces découvertes, on voit une fois de plus que notre planète ne reste pas tranquillement immobile sous nos pieds. Elle bouge, elle respire, et parfois elle nous rappelle qui commande vraiment ici. Et la plupart du temps, les plus grandes forces qui façonnent notre monde se cachent à des milliers de kilomètres sous nos pieds.